Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau webinaire Adelium intitulé Comment arrêter de rédiger des cahiers des charges fonctionnels ou presque. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes très nombreux. On n'a jamais fait autant d'inscrits sur un webinaire depuis qu'on a commencé. Donc, ça fait super plaisir de vous retrouver et de voir qu'on a même des inscriptions récurrentes. Donc, ça a l'air de vous plaire, nos contenus. Donc, on est très fiers. Du coup, rapidement et très rapidement pour vous présenter l'agence. Donc, on est une agence de conception de produits digitaux centrés utilisateurs et performance. Et on n'est pas là pour faire de la pub, mais on est super fiers de vous dire que depuis le mois de janvier, on a lancé notre organisme de formation qui s'appelle Adelium Formation. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site parce que si vous voulez approfondir nos sujets, on a pas mal de formations qui sont déjà prêtes, toutes prêtes pour vous. Voilà. Alors aujourd'hui, moi c'est Gaëlle, je suis cofondatrice de la branche conseil de Adelium qui s'appelle Adelium Conseil. On est super fort dans les noms chez Adelium. Et je suis super contente de partager cette scène aujourd'hui avec Camille. Coucou Camille. Salut, donc moi je suis Camille Costa, je suis UX stratégiste chez Adelium Conseil, donc aux côtés de Gaëlle. Et donc moi je m'occupe vraiment de tous les projets chez Adelium Conseil sur la partie strat et aussi du coup implémentation sur les différents outils digitaux au regard des besoins utilisateurs toujours. Super. Et Camille et moi, on a un gros point commun, en fait, c'est qu'on a toutes les deux commencé une partie de notre carrière professionnelle en tant que chef de projet. On sait qu'il y en a beaucoup, en tout cas, il y a énormément de chefs de projet qui sont inscrits. Forcément, notre thématique intéresse puisque c'est votre vie quotidienne. Et aussi, l'autre point commun qu'on a, c'est qu'on déteste toutes les deux rédiger des cahiers des charges. C'est ça. Alors du coup, ce qu'on vous a concocté aujourd'hui, c'est un petit programme. Alors, je préfère tout de suite vous arrêter et ne pas vous faire perdre votre temps. La méthode qu'on va vous présenter, c'est pas une méthode pour se passer de spécifications fonctionnelles. On va pas vous dire, il faut rien penser au début, rien écrire, et puis on y va et on a une baguette magique pour réussir un projet. Pas du tout. Ce qu'on va vous présenter, c'est un processus qui est basé sur les besoins utilisateurs, qui est basé sur une expérience qu'on a tous eue au sein d'Adelium et que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on la met en place, en fait, pour juste arrêter de construire des documents très longs de 150 pages que personne ne lit. Voilà. Donc, je préfère vous rassurer ou vous faire partir si vous voulez, mais en tout cas, on n'arrêtera pas de faire des spécifications fonctionnelles. On ne vous présentera pas comment arrêter de faire des spécifications fonctionnelles. Voilà. Alors, pour démarrer, je vais agrandir ici. Voilà. Pour démarrer et pour commencer, ce qui nous a semblé très intéressant, donc juste ce webinaire, il va être composé en deux parties. Il y aura une partie qui sera vraiment poser les bases et qui sera un peu de théorie, mais pour vous expliquer que ce qu'on propose, c'est plus une philosophie et un changement de mentalité au regard de ce point de la gestion de projet qui est la spécification des fonctionnalités. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera Camille qui vous fera une démonstration live d'un atelier qui permet de remplacer le cahier des charges. Mais avant toute chose, ce qu'on voulait voir avec vous, c'est en fait, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges? Parce que finalement, ce terme, c'est un terme un peu valise qui est utilisé dans beaucoup d'entreprises et qui veut dire plusieurs choses. Ça peut être juste un brief, une expression du besoin. Et en ESN, SS2I et puis dans des grandes entreprises et les puritains de la gestion de projet vont appeler ça des SFG, donc spécifications fonctionnelles générales. Ensuite, on a un deuxième niveau, les spécifications fonctionnelles détaillées, SFD, et puis les spécifications techniques détaillées. Donc finalement, ce terme cahier des charges, il se sépare, on va dire, en trois parties. Les spécifications fonctionnelles générales vont permettre de cadrer le projet. Très souvent, dans le cadre d'un projet interne dans une entreprise, ça va permettre de trouver un prestataire. Si je prends un exemple parce que c'est ce qui concerne le plus grand nombre d'entre vous, mais souvent, vous cherchez une agence digitale, par exemple, pour faire votre site internet ou votre application mobile. Mais ça permet aussi d'aller défendre le projet en interne, de présenter le projet à la direction générale, de présenter le projet au métier, d'avoir des budgets, etc., etc.
Le deuxième niveau, ce sont les spécifications fonctionnelles détaillées. Là, on va plus finalement décrire le fonctionnement, disons, les fonctionnalités de l'outil de manière très, très détaillée, parfois même tellement détaillée qu'on ne sait plus quel niveau de détail, à quel niveau de détail se vouer. On peut partir dans du très, très, très grand détail ou alors ne pas en donner suffisamment. Donc, c'est souvent une problématique liée à ce document. Et enfin, troisième point, les spécifications techniques détaillées qui, elles, vont permettre en fait de documenter le projet de manière technologique, plus pour assurer la description technologique, mais aussi la sécurité, l'architecture et l'hébergement. Voilà, donc ça nous a semblé important quand même de remettre un peu les points sur les i sur ce qu'est un cahier des charges. D'un point de vue gouvernance du projet, en fait, à quoi ça sert le cahier des charges? La première chose, c'est à faire consensus. C'est de dire, OK, on a un projet qui existe et tout le monde au sein de l'entreprise sait que ce projet existe et qu'il va se dérouler comme ça et tout le monde est d'accord avec ça puisque, malheureusement, très souvent, il y a beaucoup d'allers-retours autour des cahiers des charges. Il y a toute une chaîne, un workflow de validation qui se met en place dans les entreprises. Et pour le chef de projet, c'est souvent assez fastidieux. C'est également un très bon outil de communication puisqu'en fait, il est l'outil central pour expliquer le détail des projets. Souvent, on explique aussi que ça assure la qualité. Pourquoi? Parce que c'est un document qui est opposable à un livrable. C'est-à-dire qu'on va spécifier certaines choses dans des specs fonctionnels ou dans des specs générales, on va dire. Et à la fin, on va regarder le livrable et on va dire, ouais, mais regardez, ça ne correspond pas. Plus ou moins, en fonction de ce qui est décrit dans le document. Ça permet aussi de rassurer le maître d'œuvre. Oui, donc le maître d'œuvre, c'est-à-dire le donneur d'ordre, l'entreprise qui a ce besoin, puisque tout est décrit, donc on se dit, bah oui, mon projet va correspondre à ce que je veux. Ça donne aussi des arguments aux maîtres d'ouvrage et aux personnes qui réalisent, c'est-à-dire les agences, par exemple, ou les SS2I. Pourquoi? Parce que souvent, le client arrive derrière avec des fonctionnalités supplémentaires, des besoins supplémentaires qui sont souvent très pertinents. Mais très souvent, on regarde le chiffrage et puis on dit « Ah ouais, mais ça, notre phrase favorite en tant que chef de projet côté agence en tout cas, oui, mais monsieur le client, ça ne correspond pas à votre chiffrage. » Et enfin, dernier point, la contractualisation. Effectivement, ce sont des documents qui sont très souvent, la plupart du temps, joints à des contrats de prestation. Et où on dit, bah voilà, on est tous d'accord et on signe tous, ça rejoint un peu avec le fait de faire consensus sur ce document. Donc, c'est pour ça que, en fait, on a vraiment tenu à faire cette lumière aussi sur à quoi ça sert. Parce qu'en fait, quand on a commencé à communiquer sur ce webinaire, on a eu énormément d'objections qui étaient liées au fait, non mais attention, mais surtout, il ne faut pas enlever ça. Voilà. Donc, effectivement, on a conscience de tout ça et on va vous expliquer comment notre méthodologie, elle peut quand même continuer à répondre à ces points de gouvernance du projet. Alors, quelles sont les limites? Bon, étant donné que vous êtes quand même très nombreux en tant que chef de projet, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, c'est long et fastidieux. Il n'y a pas de collaboration. Souvent, c'est le chef de projet qui est derrière son écran, qui rédige tout le document et qui ensuite fait le workflow. Donc, c'est long et on se sent seul. C'est souvent ennuyeux à lire pour les personnes qui vont le lire. Je ne sais pas si vous avez déjà, nous, en tant qu'agence, des fois, on reçoit des cahiers des charges, surtout dans le cadre d'appels d'offres publics, par exemple, des choses qui font des pavés. Et en fait, on se dit, bon, ben voilà, je vais m'y mettre ce soir avant de me coucher. Et souvent, ça permet de s'endormir. En plus, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des bouts qui sont non lus ou non retenus et qu'on manque souvent des éléments importants. C'est aussi, et ça nous donne des boutons chez Adelium, puisqu'on est vraiment centré utilisateur, c'est très tourné métier plutôt que utilisateur, puisque en fait, il va être conçu par rapport à des besoins métiers. Alors, dans le cas de gros projets, dans des grandes entreprises, on va souvent avoir un business analyst, par exemple, qui va l'alimenter, etc. Sauf que le business analyst, il va être vraiment très axé métier et pas forcément utilisateur final. C'est compliqué à faire évoluer. Voilà, dernier point, bah oui, parce que forcément, s'il y a des changements en cours de projet, il va falloir faire changer le cahier des charges. Et ensuite, il va falloir informer tout le monde que le cahier des charges a changé. Il va falloir, voilà. Donc, bref, vous connaissez un petit peu les écueils. Je ne passe pas trop de temps là-dessus. Alors, ce qui nous a semblé important avant de vous expliquer le détail de la méthode pour la rédaction du cahier des charges, enfin, du non-cahier des charges, c'est déjà de vous expliquer un peu la méthode projet d'Adelium.
Donc, à partir de là, je tiens à vous dire que ce qu'on va dire, Camille et moi, n'engage que nous et Adelium, qu'on a construit cette méthode. Alors, on est parti, bien sûr, de méthodes existantes qui sont connues, en tout cas dans le milieu de l'agilité, de l'expérience utilisateur. En revanche, on ne vous dit pas « il faut faire comme ça ». On vous dit, nous, on pense avec les besoins et les projets qu'on mène à l'heure actuelle que c'est la bonne méthode. Voilà, donc je tiens à le dire avant que vous... Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très opposable et il y a un vrai débat qui a à avoir entre des projets en mode agile et des projets en mode cycle en V. C'est le cœur du débat. Ça ne sera pas le débat aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, je préfère vous prévenir que je vais vous montrer une méthode qui est la méthode Adelium. Voilà. Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est un projet digital, c'est pas figé. Un projet digital, c'est pas une 4x3 on va laisser passer avec une faute d'orthographe et qu'on va avoir vraiment honte parce que elle va être sur les Champs-Élysées et que ça va être la grosse galère ensuite derrière pour rattraper le bad buzz qui est lié. Un projet digital, c'est en mouvance perpétuelle. Et ça, souvent, nos clients ont tendance à l'oublier. Et c'est pour ça aussi que le cahier des charges figé nous dérange beaucoup. Parce qu'en fait, le cahier des charges figé, on passe sur quelque chose et ensuite, jusqu'à la fin du projet, cette chose n'évolue plus. Or, le digital est en mouvement. Et donc, du coup, il faut trouver une méthodologie qui permet de suivre ce mouvement. La deuxième chose, et là, c'est un plaisir de citer Wilfried. Alors, si vous suivez nos webinaires, Wilfried intervient régulièrement. Il m'a dit quelque chose ce matin et c'est vrai que du coup, je l'ai mis en citation. Mais en fait, la réalité, c'est que la technique doit être au service des besoins métiers et des utilisateurs et non l'inverse. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire on ne va pas brider des fonctionnalités ou des idées, des concepts créatifs à cause de la technique. On va faire l'inverse. La technique, et je sais qu'il y a aussi des DSI et des personnes très techniques dans notre audience, la technique doit être un outil ou au pire une contrainte. Donc bien entendu, il y a des limites, il y a des contraintes, on ne peut pas tout faire, mais elle doit de toute façon servir un besoin qui est un besoin métier et un besoin utilisateur. Et donc, je voulais vous montrer ce dessin qui est très, très connu dans le milieu de la gestion de projet, mais en fait qui illustre parfaitement pourquoi on a arrêté de faire du cycle en V, en tout cas chez nous. L'idée, c'est de dire que, en fait, un projet, entre le début du projet et la fin du projet, il y a forcément des mouvances. Un projet n'est jamais un long fleuve tranquille, ce n'est jamais un monde de bisounours, même si on passe énormément de temps à travailler dessus en amont, même si on a les meilleurs project managers du monde, on sait qu'il y a forcément des écueils. Et surtout, on a souvent des clients qui ont des cahiers des charges, comme je vous le disais, très figés et très métiers. Et on se retrouve, bien sûr, avec des personnes qui comprennent le cahier des charges à leur manière, on va dire. Hein, voilà. Ces personnes-là, du coup, elles travaillent, elles font leurs tâches en mode monotâche. Et à la fin, on se retrouve avec un projet qui est à 1000 lieues de ce dont l'utilisateur a besoin. Parce que le client lui-même ne s'est même pas posé la question de ce dont l'utilisateur avait besoin. Alors, bien sûr, ici, dans cette image, on est dans la caricature. Hein, voilà. Mais en fait, c'est très souvent comme ça. Et est-ce que vous savez le problème majeur finalement de cette image? Le problème majeur, c'est que tous ces gens, donc le chef de projet, l'analyste, le programmeur, alors c'est un peu vieux, donc on dit encore programmeur, mais voilà, le client, tous ces gens, à un moment donné, ils ne se sont pas posés ensemble et ils n'ont pas discuté juste ensemble de à quoi devrait ressembler ce projet. Et surtout, en plus, ils n'ont même pas demandé à l'utilisateur ce que l'utilisateur voulait. Donc nous, on a décidé d'arrêter ce carnage parce que je vous avoue qu'en fait, on l'a essuyé de nombreuses fois. On a décidé d'arrêter ça. Et on a décidé de dire, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de créer tout de suite l'arbre avec la balançoire dessus, on va déjà créer un petit bout d'arbre. On va demander à notre client s'il est OK. On va demander à notre utilisateur si cet arbre est suffisamment solide pour lui. Et ensuite, OK, super, on va créer l'arbre en entier. Une fois que l'arbre est créé, on va demander à notre client, à notre utilisateur, on va s'assurer que techniquement, on va pouvoir à un moment donné faire tenir une balançoire sur notre arbre.
etc., etc. Vous avez compris la métaphore. Et j'ajoute un tout petit truc aussi, c'est qu'on va peut-être même sortir notre balançoire avant même la fin du projet. Et au lieu d'avoir un petit pneu au bout, on va peut-être mettre juste un nœud. Et on va dire à notre utilisateur, vas-y, amuse-toi dessus et dis-nous ce que tu en penses. Du coup, notre utilisateur, il va nous dire, oh, le nœud, ça fait un peu mal aux fesses. Et puis là, je ne me balance pas assez. Il faudrait plutôt faire ci, plutôt faire ça. Et du coup, on va réussir à aboutir au bout d'un moment à cette merveilleuse balançoire super ergonomique et très bien adaptée à notre utilisateur. Donc, c'est une grosse métaphore, mais qui sert en fait d'explication à notre méthodologie qui s'appelle le Lean UX. Donc, le principe du Lean UX, en fait, c'est plutôt que d'avoir un cycle en V, vous l'aurez compris, avec un cahier des charges au début, vas-y, l'agence réalise, et puis à la fin, oh bah non, dis donc, ça correspond pas du tout à ce qu'on voulait. Et puis ensuite, encore après, oh bah les utilisateurs, en plus, ils s'en servent pas. Voilà, et ben nous, on a décidé finalement de découper le projet en plein de petits projets. Et ces petits projets, de les faire finalement de manière cyclique et de les terminer et d'essuyer des problèmes. Sauf qu'en fait, les problèmes qu'on essuie, eh ben, ils sont de l'ordre du petit projet. Et donc, ils sont plus ou moins graves, mais c'est pas grave parce qu'on peut toujours les régler. Et surtout, ce qui est vraiment top, c'est qu'à chaque étape du projet, on va communiquer ensemble et l'ensemble des parties prenantes du projet vont toujours participer. Alors, par rapport à tous les chefs de projet qui nous écoutent et à tous ceux qui croyaient qu'ils allaient avoir moins de travail en ne rédigeant pas de cahier des charges, c'est absolument pas le cas. Vous l'aurez compris. Et surtout, nous, on sollicite énormément les personnes côté client et côté métier parce que bien sûr, on en a besoin. On a besoin de vous. Et c'est vous finalement qui êtes porteur du projet en interne au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est vous qui avez votre mot à dire à chaque étape de ce projet. Alors, Olivier, tout de suite, oui, sur le papier, ça paraît plus cher. Pourquoi ça paraît plus cher le Lean? Donc, Olivier nous dit, mais ça coûte plus cher le Lean. Ben, en fait, ça coûte plus cher, oui et non, j'ai envie de te dire. La question, c'est combien ça coûte de ne pas en faire, en fait. Combien ça coûte de produire un projet que tu dois refaire après parce qu'il n'atteint pas ses objectifs stratégiques. Le Lean UX, le principe, c'est qu'au lieu de se focaliser sur un livrable, on se focalise sur un besoin utilisateur ou sur un objectif stratégique. Par exemple, un objectif stratégique va être je veux augmenter mon taux de transformation de 4 points, par exemple. Et donc, du coup, on va tout mettre en œuvre pour le faire. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne s'arrêtera pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous explique, et c'est très important. Je sais que c'est une grosse intro et que vous attendez avec impatience la présentation de Camille, mais c'était hyper important pour moi de vous l'expliquer parce que, en fait, c'est un changement de paradigme et c'est un vrai changement de philosophie. Après, ça peut se faire progressivement. Chez nous, par exemple, on n'arrive pas encore à le faire sur tous les projets. On n'arrive pas à le faire sur tous les projets parce que l'équipe n'est pas hyper à l'aise. Enfin, toute l'équipe n'est pas hyper à l'aise. Donc, on a une partie de l'équipe qui est vraiment hyper fan de cette méthodologie, puis une partie qui a plus de mal. Donc, on fait de l'accompagnement au changement. Et on a aussi des clients qui réagissent comme Olivier, bien sûr, et Olivier apparemment a compris, mais en fait, il y a des clients qui ne veulent pas l'entendre. Pourquoi? Parce que en fait, la raison principale, c'est qu'on n'est pas capable en ligne de sortir un budget qui est fixe et arrêté, puisqu'en fait, on est en amélioration continue. Voilà. Alors, je vais passer, je répondrai. Alors, je vous invite à poser vos questions dans la rubrique questions. Et en fait, on prendra un temps tout à l'heure pour y répondre parce que là, le problème, c'est que si je lis le chat en même temps, vous allez plus comprendre ce que je dis parce que je vais me faire un dédoublement de personnalité. Donc, si c'est complexe de passer en Lean UX parce que c'est toute une organisation, bien sûr, il y a la possibilité de repartir sur du cycle en V, de faire du cycle en V, mais d'avoir une première brique d'agilité, c'est-à-dire de découper finalement quand même une partie du projet, même si on ne fait pas de l'itératif et qu'on ne refait pas toute la boucle, etc. Mais de dire, écoutez, finalement, faisons ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, donc finalement un produit ou quelque chose qui fonctionne à minima pour l'utilisateur. C'est le principe de, vous savez ce que je disais tout à l'heure, la corde avec le nœud au bout. Faisons une corde avec un nœud au bout, lançons-le, voyons ce qui se passe et ensuite itérons. Voilà. Et j'ai choisi de vous montrer cette boucle-là parce qu'en fait, ça, c'est ce qui valorise finalement cette méthodologie-là. C'est le fait d'avoir l'expérience qui permet de faire avancer
cette roue qui est les itérations autour du projet. Voilà. Alors, pour en revenir à la gouvernance projet, donc le fait, vous l'aurez compris, en fait, dans cette méthodologie-là, on fait les ateliers de démarrage que Camille va vous présenter tout à l'heure. Par contre, on ne va pas rédiger de cahier des charges, enfin, on ne va pas rédiger de spécifications fonctionnelles détaillées. On va avoir une partie d'entrant, on va avoir les ateliers sur lesquels on va définir les backlogs, mais ça, je laisserai Camille en parler. Et entre les deux, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qui fait consensus? Qu'est-ce qui permet de communiquer? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est la méthodologie en elle-même. Parce que dans ces ateliers-là qu'on va faire en démarrage, eh bien, en fait, on va accueillir énormément de monde, dont des personnes idéalement décideuses, dont des personnes du métier. Et en fait, on va porter le projet ensemble. Et c'est pas juste un prestataire qui va réaliser un projet et en gros, comme une entreprise, elle achète, je sais pas, des ramettes de papier, elle va acheter un site internet et un produit. En fait, l'entreprise, elle va co-construire ce projet avec l'agence qui le réalise. Donc forcément, le maître d'œuvre, comme il est partie prenante, il est plutôt rassuré. Et la seule chose qui peut être, disons, un peu sur laquelle on peut se poser le plus de questions, c'est la partie contractualisation. Alors sur cette partie-là, effectivement, on ne va pas écrire de fonctionnalités détaillées dans les contrats. En revanche, on va faire des contrats de mission avec des taux journaliers, avec des fourchettes, avec ce qu'on appelle des outcomes. Donc les outcomes, c'est plutôt des missions globales, par exemple, sur un parcours. Admettons, j'anticipe l'exemple de Camille de tout à l'heure, mais je veux que des utilisateurs soient capables d'acheter un billet de train. Voilà, ça, c'est un parcours et ça va être une des missions qu'on va mettre dans l'aspect contractualisation. Et enfin, dernier point, je parle beaucoup, mais je suis désolée, voilà. Ce qu'on va vous présenter là, c'est beaucoup de représentations visuelles. On est vraiment anti-pavé de rédaction. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, l'humain, avant de savoir parler ou lire, et ça c'est Jeanne que certains d'entre vous connaissent, qui est la consultante en psychologie cognitive avec laquelle on travaille de temps en temps, qui me l'a confirmé. Elle n'était pas entièrement d'accord avec tous mes chiffres, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, mais c'est juste qu'elle n'a pas trouvé les sources et que c'est une scientifique. Mais du coup, ce qu'elle me disait, c'est que effectivement, la partie visuelle est extrêmement importante. Et qu'un être humain, il va bien mieux comprendre quelque chose qui est dessiné et qui est visuel qu'un texte qu'il doit lire. Et ça, d'une manière générale, il y a des méthodologies qui se développent, notamment dans le droit, qu'on appelle le legal design. Et nous, en fait, on fait du technical design et on fait du functional design. Voilà. Et enfin, dernier petit point avant de démarrer, effectivement, pour réaliser ce qu'on va vous présenter là, il faut quand même des outils. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec des post-it sur des tableaux blancs chez vous, dans votre entreprise et même chez vous. Alors, je dis même chez vous parce qu'en fait, moi, j'ai fait un atelier de story mapping pour la refonte de mon garage et ça marche super bien. Donc, je fais un peu de teasing pour le story mapping, mais en fait, on peut se l'appliquer à plein de choses, pas que à des outils digitaux. Mais c'est vrai que nous, on travaille avec un outil qui s'appelle Miro, qui est juste fantastique et qu'on vous recommande. Il y a des alternatives, Mural et surtout Klaxoon, qui est une start-up française, avec lesquelles en fait vous pouvez vraiment faire du visuel, du collaboratif, avoir pas mal de liens vers des choses, etc. Mais vous allez le voir tout de suite puisque Camille, je lis Claire et voilà, puisque Camille va vous présenter sa méthodologie sur Miro. Et en parlant de Camille, une petite citation. On aime bien s'auto-citer chez Adelium. On n'est pas du tout condescendant, mais c'est vrai qu'on dit des choses importantes. Du coup, tu voulais peut-être commenter ça, Camille? Oui, donc en effet, ce que je disais, c'est que finalement, tout comme un produit, un cahier des charges, il doit être utile, utilisable et utilisé. En fait, finalement, avec la méthode qu'on va mettre en place et qu'on va vous montrer, finalement, on est au cœur du cahier des charges, on l'utilise et on le travaille. Et donc, du coup, ensuite, finalement, les livrables qu'on va ressortir vont pouvoir servir de base tout au long du projet et vraiment de document officiel que toutes les parties prenantes pourront
consulter et de façon beaucoup plus simple qu'un cahier des charges qui est parfois assez long et assez fastidieux à relire. Top. Bah, du coup, c'est parti. Du coup, j'enchaîne. Comme vous l'a dit Gaëlle, on est vraiment sur un atelier de story mapping pour commencer vraiment la construction du cahier des charges. En fait, nous, on aime bien commencer par cette étape-là parce qu'elle permet vraiment de réunir toutes les parties prenantes du projet. Donc, les parties prenantes, c'est à la fois l'équipe métier, donc qui vont être porteurs finalement de la connaissance métier sur un service en particulier ou sur un marché en particulier. Il y a les experts digitaux. Donc, les experts digitaux, ça peut être des PO, donc des product owners. Ça peut être aussi des chefs de projet. Ça peut être des UX designers. Et ça peut aussi être des développeurs. C'est toujours bien, en fait, de ramener finalement même des éléments des personnes dans l'équipe qui sont plus dans la production en général. Parce qu'elles, en fait, elles vont avoir des freins et des idées différentes et elles pourront du coup cadrer dès le départ du projet le projet. Et ensuite, des fois, de temps en temps, on aime bien ramener des utilisateurs aussi dans ces ateliers de story mapping parce que ces utilisateurs peuvent nous amener aussi cette connaissance. Et nous, en fait, de toute façon, dans cette méthode-là, ce qu'on cherche à avoir, c'est le besoin utilisateur. Donc, si on les a avec nous ce jour-là pendant l'atelier, c'est royal. Royal. Après, je sais que c'est parfois délicat et donc, du coup, ça m'amène à l'étape suivante qui est finalement la recherche utilisateur. Je sais que c'est un travail qui est très important et qui doit se faire en fait à la base avant l'atelier de story mapping. Donc c'est vraiment un travail en amont. Wilfried et Roxane a pu vous en parler au dernier webinaire et je vous invite à le voir justement pour comprendre toutes les ficelles de l'UX Research et donc du coup ce qui nous amène à avoir des livrables comme celui-ci. Et donc là, typiquement, grâce à des personas, on va pouvoir bien comprendre les besoins utilisateurs, les motivations utilisateurs et se mettre du coup dans leur peau lors de l'atelier. Donc c'est un entrant qu'on aime avoir en début d'atelier et qu'on présente du coup à toutes les parties prenantes au départ de l'atelier pour vraiment que tout le monde en fait ait cette information et puisse se mettre à leur place. Donc voilà, donc du coup, on vous a fait un exemple pour que vous puissiez vraiment mieux comprendre le sujet et pouvoir du coup être sur quelque chose de beaucoup plus concret. Donc sur l'exemple qu'on a choisi, donc comme vous l'a dit Gaëlle, elle a fait un petit teasing tout à l'heure, on est sur la conception d'un outil de réservation de billets de train. Je vous cache pas que j'ai un peu copié sur Oui SNCF, mais bon, du coup, au moins comme ça, tout le monde peut se rappeler de quoi il s'agit. Et donc, du coup, là, on a imaginé des personas pour vous montrer concrètement. Il peut y avoir deux cibles principales de personas. Donc, on a choisi une cible qui est plutôt un couple et qui est plutôt utilisateur d'ordinateur et de mobile. Et donc, eux, leur motivation première, c'est qu'en fait, c'est des citadins, ils n'ont pas de véhicule, ils ne sont pas véhiculés. Et donc, du coup, eux, ils veulent voyager en France, découvrir la France, mais plutôt en train, et aussi pendant les vacances scolaires parce qu'ils ont des enfants. Et à côté de ça, on va avoir un persona qui est assez différent, qui est une étudiante à Lyon, qui est originaire de Marseille. Et elle, en fait, ce qu'elle veut, c'est pouvoir retrouver sa famille régulièrement le week-end. Donc, que ça colle à son agenda et que ça colle aussi à son budget. Donc, c'est par exemple deux personas et rapidement, finalement, en vous les présentant, on arrive tout de suite à identifier la personne, la cible, et on arrive déjà à comprendre et à se mettre en empathie, finalement, avec ses besoins. Donc, c'est très important de faire ça dès le départ de l'atelier. Ensuite, après, on va directement passer à la pratique et au travail. Et là, ça va commencer à être très intéressant. Du coup, on va commencer le travail par la définition des job stories. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Les job stories, finalement, c'est raconter l'histoire de l'utilisateur dans son contexte, dans une situation qui lui est propre et surtout,
en mettant cette situation en parallèle à une motivation. Et grâce à ça, finalement, on va déjà se projeter un peu plus dans le besoin utilisateur et identifier plus tard des fonctionnalités qui vont être en cohérence avec les besoins et les contextes qu'on aura identifiés. Donc pour ça, on construit la Job Stories en 3 grandes parties. La première partie, c'est le quand, donc c'est la situation, donc c'est le contexte. La deuxième partie, c'est le j'ai besoin de, donc c'est le besoin. Et la troisième partie, c'est le pour, donc pour une motivation en particulier. Donc là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, ça peut être quand je choisis mes billets, j'ai besoin de savoir si nous serons tous assis ensemble pour être rassurée, parce que j'ai des enfants et j'ai pas envie que mes enfants ils soient éloignés de moi. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une Job Stories où on retrouve bien le contexte de l'utilisateur à ce moment-là et surtout sa motivation. Et moi, je vous conseille d'aller encore plus loin dans le contexte. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met des grandes situations assez larges, donc comme quand j'arrive sur le site, quand je choisis mes billets et quand je réserve mon billet, ce qui nous permet quand même d'avoir finalement un fil rouge et de savoir que dans un projet, il y a un début, un milieu et une fin. Donc, finalement, pouvoir quand même commencer à réfléchir au parcours utilisateur. Mais dans chaque situation, on va aller un peu creuser plus loin. Et on va se dire, moi, mon persona, finalement, en fait, quand il arrive sur le site, il est aussi dans un contexte qui lui est propre. Donc, par exemple, la famille, le couple de parents, eux, par exemple, quand ils arrivent sur le site, en fait, c'est le soir après avoir couché leurs enfants. Et donc, du coup, ils sont dans un contexte qui est un peu différent et on arrive plus à se mettre en empathie. Ou par exemple, Émilie, elle, l'étudiante, quand elle arrive sur le site, c'est après un coup de fil de sa maman. Et donc là aussi, pareil, il y a le côté sentimental, il y a le côté elle a envie de retrouver rapidement sa famille. Et donc, du coup, on va se mettre un peu plus en empathie avec elle. Alors Camille, juste une petite précision parce qu'on a des retours dans le chat et puis effectivement, il y a peut-être un besoin de clarification. Quelle est la différence entre Job Stories, User Stories et Jobs to be done? Parce que c'est vrai qu'on a plein de termes différents en UX, mais… Alors, la différence entre Job Stories et User Stories, c'est que finalement, en fait, la User Stories, ça ressemble très fortement à la Job Stories, à la différence que la Job Stories, on va apporter le contexte. Dans la User Story, on va plutôt raconter l'histoire de l'utilisateur sur la plateforme digitale, par exemple, alors que dans la Job Stories, on va essayer d'amener le contexte personnel de l'utilisateur au départ. Et c'est sur ça qu'on va se pencher pour apporter du coup les besoins et les fonctionnalités plus tard. Et du coup, le Job to be done, finalement, c'est en fait la Job Story, c'est une évolution du Job to be done. C'est-à-dire qu'en fait, on rajoute finalement à la fin le résultat attendu quand même du parcours et du besoin utilisateur, mais on a le contexte au départ. Donc, c'est finalement un peu une évolution du Jobs to be done, mais du Jobs to be done, oui. Et du coup, pour permettre d'être mieux dans l'atelier et de mieux se mettre en empathie avec l'utilisateur. Ça marche. Merci pour la précision. Et désolé, François, oui, effectivement, la langue anglaise est beaucoup utilisée dans nos métiers. Et pourtant, franchement, pour avoir entendu d'autres personnes parler et d'autres webinaires, honnêtement, nous, on fait des gros efforts pour tout traduire et enfin, en tout cas, traduire au maximum. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pour ça qu'on vous l'a découpé vraiment avec une situation, besoin. C'est ça. Expliquer le concept. Et donc là, je vais rentrer directement dans l'exemple qu'on avait. Et donc, j'ai pu vous expliquer du coup la situation et finalement le contexte de l'utilisateur. Et derrière, on va pouvoir dérouler le besoin et la motivation. Donc, par exemple, quand j'arrive sur le site, j'ai besoin de faire une recherche rapide pour savoir si je peux partir ce week-end. Donc, c'est le premier besoin de l'utilisateur pour avoir du coup, là, la motivation, c'est pouvoir partir vite. Et donc, du coup, derrière, plus tard dans l'étape suivante, on pourra identifier les tâches, donc les fonctionnalités qui vont répondre à ce besoin-là. Et ça, ce travail, en fait, on va le faire vraiment pour toutes les situations. Et donc, moi, ce que je vous conseille, surtout en atelier, on est souvent nombreux, c'est de répartir
les tâches, c'est-à-dire de donner à la moitié des participants de l'atelier un persona et à l'autre moitié un autre persona. Ce qui permettra de vraiment se focus et de se mettre dans la peau d'un utilisateur et pas commencer à essayer de travailler sur plusieurs utilisateurs, surtout quand on en a plus que 2, parce que du coup, après, on commence à se perdre dans les motivations. On devient schizophrène, en fait. Exactement, on devient schizophrène. Donc, l'idée, c'est dès le départ de l'atelier, on se met dans la peau de Émilie, par exemple, et dans ce cas, jusqu'à la fin de l'atelier, moi, je vais défendre les besoins de l'utilisateur d'Émilie. Et donc, du coup, ça va vraiment aider à développer un maximum de job stories, donc de besoins utilisateurs et de motivation pour, du coup, dérouler des fonctionnalités qui vont vraiment les aider dans leur parcours. Ok, donc en gros là, ce que tu proposes dans cette première partie d'atelier, c'est vraiment, on a en gros le parcours utilisateur et la contextualisation, et ensuite derrière, on a les job stories qui sont finalement le besoin des utilisateurs au regard de sa contextualisation et aussi son objectif final finalement, enfin son objectif, voilà, sa motivation. C'est ça, c'est vraiment, on va essayer de prendre la motivation, de bien la comprendre, et ça va nous aider après, derrière, à aller pousser un peu plus loin dans les fonctionnalités que des fonctionnalités basiques qu'on aurait imaginées au départ. Et aussi, on aura du coup peut-être des job stories qui vont concerner les 2 personas en même temps, parce que c'est des fonctionnalités ou en tout cas des thématiques qui sont indispensables à l'outil, et il y a des choses qui seront plus personnalisées sur certains personas. Alors oui, d'ailleurs, une bonne remarque de Margot, effectivement, il faut avoir bien construit les personnages, surtout il faut bien les connaître, on le redira jamais assez, hein, l'importance de la connaissance et de la recherche utilisateur. J'ai d'ailleurs un super témoignage client à apporter là-dessus. On travaillait en fait pour un client alors c'est pas des billets de train, c'est des billets d'avion, et en fait c'est pour une communauté de personnes qui majoritairement sont sur des smartphones assez vieux et qui consultent en fait qui recherchent des billets d'avion, essentiellement dans les transports en commun pendant leur période en fait de transport en commun pour aller au travail, parce que c'est des personnes qui prennent beaucoup les transports en commun. Et en fait, notre client on changeait finalement la présentation du billet de train avec des couples de dates, et notre client voulait complexifier l'aspect mobile en fait sur la présentation des couples de dates. Et en fait, grâce à cette vision-là, on leur a dit mais c'est pas possible, parce qu'en fait dans le bus en mobilité sur mobile sur des petits écrans, votre utilisateur final n'arrivera pas à faire ça en fait, n'arrivera pas à aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Et du coup, c'est vrai que typiquement, si dans le cahier des charges c'est écrit je veux un truc comme ça avec trois billets à droite, 3 billets à gauche, en haut, en bas, et je veux flipper comme ça, en fait on n'a pas le besoin utilisateur, on n'a pas la contextualisation, et au final on a des utilisateurs qui ne commandent pas de billets d'avion. Voilà. C'est ça. Non, c'est exactement ça. En fait, on va aussi pouvoir, comme tu le disais, préciser certaines choses sur les devices qu'on va utiliser, donc sur ordinateur ou sur mobile, en fonction du contexte de l'utilisateur et de finalement si eux-mêmes utilisent plus le mobile ou le desktop. Top. Et du coup, je vais passer à l'étape suivante. C'est finalement la suite de ce schéma. Et donc, c'est la création des tâches. Donc, en fait, les tâches, c'est vos futures fonctionnalités. C'est des fonctionnalités qui vont être définies par vous, donc par toutes les parties prenantes. Et donc, du coup, elles auront été réfléchies parce qu'elles auront été prises en compte avec les utilisateurs, avec le besoin utilisateur. Et en même temps, du coup, on aurait été chercher un peu plus loin que juste des tâches et des fonctionnalités qu'on a en tête ou qu'on a vues quelque part. Donc là, c'est vraiment l'objectif de cet exercice. Donc là, comme vous pouvez voir, on retrouve nos situations, on retrouve nos job stories, et ensuite, l'idée, c'est de vraiment écrire beaucoup de tâches, et c'est finalement les tâches que vont faire vos utilisateurs sur chaque job stories, donc sur chaque situation, besoin, motivation qui vont découler. Donc, si on reprend notre exemple… Alors, est-ce que tu peux bien zoomer, par contre, parce que du coup, on n'arrive pas du tout à lire… Est-ce que… encore un petit chouille.
là. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ouais, là, ça va un peu mieux. Pour moi, ça va un peu mieux, mais ouais, voilà. Bon, après, c'est des exemples, mais ouais. Oui, c'est des exemples. Alors, en fait, donc là, on vous a reprojeté dans l'exemple. Donc, quand j'arrive sur le site, donc en tant que Émilie ou en tant que couple, que parent, j'ai besoin de faire une recherche rapide pour savoir si je peux partir ce week-end. Donc, ça, c'est la job story qu'on avait imaginée. Et donc, derrière, j'indique ma destination dans un moteur de recherche. Je renseigne les dates et allers-retours sur un calendrier. Et on pourrait même, je peux en rajouter une autre et mettre je valide en cliquant sur un bouton, par exemple. Alors, il ne faut pas hésiter à préciser. Parce qu'en fait, ça, c'est le début finalement du détail de vos fonctionnalités. Vous allez voir plus tard, après, on a un document qui permet de concentrer tout ça. Mais il ne faut pas hésiter quand vous avez une idée d'une tâche, de vraiment préciser et aller plus loin que juste la tâche globale. Par exemple, je renseigne mes dates, aller et retour. En fait, c'est bien de dire que, en fait, nous, on le voit dans un calendrier et pas juste dans une liste déroulante, par exemple. Le fait, en fait, de préciser, ça permet déjà de s'avancer dans la fonctionnalité et du coup, pour, par exemple, le développeur qui est dans l'atelier, de déjà se projeter dans la complexité de certaines tâches. Et ça, c'est très important. Je peux reprendre un autre exemple. Par exemple, toujours nos parents. J'ai besoin, donc quand j'arrive sur le site, j'ai besoin de trouver une destination sympathique et peu onéreuse pour partir en voyage pour ces prochaines vacances scolaires. Et donc là, les tâches qu'on va faire, donc que les parents vont faire, c'est je choisis parmi les 4 destinations mises en avant celle qui correspond à mes envies et à mon budget. Ou par exemple, ça peut aussi être je consulte une carte de la France avec toutes les destinations que propose l'application et avec directement le prix le moins cher sur chaque destination. C'est par exemple une idée et c'est pour aller un peu plus loin que finalement juste une fonctionnalité qui montre des destinations comme on a l'habitude de le voir avec une image, un texte et un prix. Donc, c'est pour vous dire que finalement, grâce à cet exercice, on peut aller plus loin que juste des fonctionnalités qu'on aurait écrites sur un cahier des charges parce qu'on l'aurait réfléchi seul et qu'on aurait été peut-être aussi benché et vu des choses qui étaient intéressantes mais qui étaient assez basiques. En fait, là, on va aller plus loin parce qu'on va vouloir apporter une expérience qui va répondre vraiment aux besoins et au contexte de l'utilisateur à ce moment-là. Donc, voilà cette étape-là. Donc, c'est l'étape des tâches. Et juste pour donner un petit tips pour vous aider à écrire ces tâches, c'est toujours commencer les tâches par un verbe d'action. Et en fait, ce verbe d'action, il va vous permettre du coup de vous projeter vraiment dans l'action de l'utilisateur. Donc, j'indique, je renseigne, j'écris, je filtre. En fait, ces mots d'action, finalement, ils vont permettre déjà d'indiquer l'action de l'utilisateur et on va vraiment être dans sa peau. Mais du coup, là, on va avoir beaucoup de fonctionnalités. Donc, comment on fait finalement parce que comment on fait coller ça au chiffrage? Comment ça c'est un peu le bazar en plus là à la fin quand même. Et bien justement, en fait, cet exercice, c'est déjà un exercice de gros brainstorming. On va vraiment sortir un maximum de fonctionnalités. L'idée, c'est d'avoir plein d'idées à ce moment-là. Ensuite, après, bien sûr, on va rationaliser. Bien sûr, on va prioriser. Et bien sûr, on va déterminer finalement ce que va être le produit final avec, pourquoi pas, un MVP au départ, puis après des versions évolutives. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer juste après. Super transition. C'était pas voulu, hein. Ouais, mais tu vois, ça passe très bien. Et donc, du coup, la prochaine étape, c'est de prioriser les tâches et de définir le MVP idéal. Et donc, le fait de le faire finalement en atelier, c'est quand même super bien parce que ça va permettre de se mettre d'accord tous ensemble sur ce qu'on veut absolument sur l'outil,
sur aussi s'il y a des personnes qui sont plus des personnes en production, typiquement des designers ou des développeurs, ils vont pouvoir dire, bon, bah ça, c'est une super idée. Par contre, je vous préviens, ça a l'air d'être complexe. Donc, je ne sais pas s'il faudrait le mettre en MVP. Le fait, en fait, d'en discuter avec toutes les parties prenantes, eh ben, on va beaucoup mieux comprendre les choses qui pourront être incluses dans le MVP et les choses qui ne pourront pas être incluses dans le MVP. Et du coup, bah, mieux prioriser et finalement décider déjà à ce moment-là. Et en fait, on aura déjà gagné énormément de temps parce que souvent, ces décisions, on les prend après coup. Et en fait, il y a énormément d'allers-retours et parfois des incompréhensions. Le fait d'échanger ensemble, ça économise énormément de temps après l'échange. J'en profite juste parce que du coup, il y a une question qui est sur la durée de l'atelier. J'en profite parce que du coup, comme il y a beaucoup de questions, combien de temps en moyenne durent ces ateliers en fait? Alors, ça dépend vraiment du projet. Sur certains projets, sur des applications qui sont à taille assez raisonnable ou des sites avec une taille assez raisonnable et moins de complexité, en une demi-journée, on a réussi à en faire. Vraiment un atelier sur 2-3 heures, on a réussi à en faire. Mais sur tes gros, comme tu faisais sur Auchan, par exemple, là, c'était… Exactement. Après, il y a des projets qui sont énormes. Typiquement, j'ai déjà travaillé sur Auchan ou Interflora. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas pu le faire en une demi-journée. On était plutôt sur un jour et demi. Mais parce que là, vraiment, c'était des énormes projets. Et donc, du coup, même en fonction on avait découpé finalement le projet en plusieurs grosses parties et on avait fait plusieurs story mapping sur ces grosses parties-là parce que on ne pouvait pas tout faire en seulement une demi-journée. Et on a pu, du coup, inviter les bonnes personnes sur les bonnes parties, du coup. Top. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, ça vraiment, c'est agile aussi, ça faut vraiment s'adapter au projet. Du coup, sur la partie priorisation, ensuite, une fois que finalement on a trié, donc l'idée c'est de prendre les tâches les unes après les autres et de se dire, bon, en fait, celle-ci, elle est plus prioritaire que l'autre. Donc, vous avez la ligne qui est le niveau d'importance. Donc, en haut, c'est les plus importants. En bas, c'est les moins importants. Et du coup, vous pouvez déjà un peu prioriser. Moi, je vous conseille, quand il y a beaucoup de monde notamment, et que c'est plus difficile de se mettre d'accord, de faire des votes. Voter, vous avez 10 post-it chacun. Votez pour les 10 fonctionnalités qui, pour vous, sont indispensables dans l'outil. Et ça permet déjà d'identifier vraiment les fonctionnalités qui seront dans le MVP et se mettre d'accord, en fait, en silence des fois et du coup, de façon plus efficace. Après, c'est bien sûr des discussions, mais c'est bien aussi de pouvoir faire ce travail. C'est un petit tips. Et donc, du coup, pour le MVP, une fois qu'on a déterminé, on a trié les tâches, vous n'avez plus qu'à finalement faire le MVP et donc tirer un trait. Par exemple, mon MVP, il va se positionner comme ça, par exemple. Et en fait, tout ce qui va être au-dessus de la ligne blanche, c'est mon MVP. Tout ce qui est en dessous de ma ligne blanche, c'est pas mon MVP. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que les fonctionnalités, on ne va jamais les faire. Ça veut dire juste que, en fait, on les fera, mais on va peut-être les prioriser sur des évolutions, sur des V2, V3, V4, parce que c'est moins prioritaire, c'est moins indispensable pour l'utilisateur. Cet exercice, il est très important parce qu'on est tous ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement figé. On a un travail après qui permet encore d'affiner et de pouvoir encore bouger quelques fonctionnalités parce qu'on va aller un peu plus loin dans le bénéfice utilisateur et l'effort au niveau du développement. Et donc, j'y viens tout de suite. Donc, à la fin de l'atelier, une fois qu'on a terminé l'atelier, bien sûr, ce qu'il faut, c'est rationaliser et créer des livrables qui seront des livrables qui vont servir de base sur tout le projet et qui va vraiment vous permettre de voir plus clair finalement sur votre projet. Donc, le premier livrable qui pourra être construit, c'est le user flow. Le user flow, en fait, il va vraiment permettre de lister toutes les pages de votre future application et de pouvoir déjà imaginer les liens entre les différentes pages
et les fonctionnalités qui s'y rattachent. Par exemple, la situation quand j'arrive sur le site va être peut-être beaucoup exploitée sur la page d'accueil. Donc, du coup, sur la page d'accueil, je vais mettre pas mal de fonctionnalités qu'on a identifiées dans la situation quand j'arrive sur le site. Après, ça peut être ailleurs, mais en tout cas, c'est des pages qu'on va commencer à finalement lister pour avoir un mapping après global de notre projet. Et en fait, c'est très utile ça parce que ça permet déjà de se dire, bon, en fait, sur mon site, j'ai 15 pages, mais sur ces 15 pages, je me rends compte qu'en fait, j'ai plutôt 8 gabarits parce qu'il y a des pages qui se ressemblent énormément et j'ai des blocs qui vont se retrouver sur différentes pages. Et donc, finalement, le designer, il va pouvoir déjà se projeter et se dire, bon, bah, en fait, je peux déjà faire du design system et imaginer des blocs parce que ça sera transposé dans les différentes pages ensuite. Donc ça, après… Alors, juste, le design system, c'est la version visuelle du découpage de la charte graphique. Je vous le dis parce que c'est encore un mot anglais, mais désolée Camille, on va juste accélérer un tout petit peu parce qu'en fait, il y a énormément de questions. Désolée de te couper. En tout cas, le Wireflow, donc ce qu'elle vient de vous présenter là, c'est vraiment la représentation visuelle de l'ensemble des parcours. Et c'est extrêmement important, disons. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'un ne va pas sans l'autre? C'est-à-dire le story mapping ne va pas sans la représentation visuelle? Ouais, en fait, c'est vraiment pour que tout le monde ait une vue d'ensemble. Donc oui, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ça arrive qu'on le fasse pas, mais je te cache pas que c'est quand même mieux de le faire parce qu'au moins, ça nous permet quand même de nous retrouver sur quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire des pages et une structure un peu plus classique. Mais de façon toujours très visuelle, parce que du coup, le cerveau retient plus ce qui est visuel. Super. Et du coup, j'enchaîne très rapidement, juste pour vous montrer que c'est pas le seul livrable de cet atelier. Le deuxième livrable qui est très important, c'est le backlog fonctionnel. Le backlog fonctionnel, en fait, il consiste à lister toutes les pages qu'on aura définies dans le user flow, à lister toutes les fonctionnalités qui vont en face, et du coup, à définir le bénéfice utilisateur et l'effort en développement. Ce qui permet encore, du coup, de faire des choix et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on met dans l'MVP, qu'est-ce qu'on met en V2, qu'est-ce qu'on met en V3. Et donc ça, on vous a mis un exemple de comment on peut le mesurer. Sur le bénéfice utilisateur, on peut utiliser des étoiles 1, 2, 3 du plus faible au plus indispensable. On peut aussi utiliser la méthode Moscou qui est le must have, le should have, le could have et le won't have. Donc après, c'est en fonction de ce que vous préférez, mais les deux fonctionnent très bien. Et ensuite, sur la mesure de l'effort, notamment au niveau du développement, moi, j'aime bien travailler par tranche. Ça permet de ne pas se figer sur un timing précis, mais au moins de savoir que, bon, un faible effort, c'est peut-être en dessous de 4 jours. Si le développement peut être fait en dessous de 15 jours, c'est un faible effort. En revanche, si c'est un effort important, c'est qu'il est au-dessus de 8 jours de développement où là, on estime que bah, du coup, ça va peut-être être un peu plus long. Donc, est-ce que c'est vraiment indispensable pour l'utilisateur? Et du coup, j'en profite pour remonter cette question puisqu'on parle de chiffres et d'argent. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à ça. Effectivement, on est quand même dans une version agile de la gestion de projet, même s'il y a plusieurs niveaux d'agilité, je le rappelle, et on fera un webinaire dédié, c'est promis. Mais du coup, là, on en vient au moment où on peut chiffrer, en fait, puisque là, on a la liste des fonctionnalités et on a un estimatif. Alors, c'est un estimatif, par contre. Je pense. Oui, c'est un estimatif parce que de toute façon, tant qu'on n'est pas dans le projet, on ne peut pas vraiment estimer au jour près. En tout cas, moi, j'y crois pas trop à ça. Je préfère mettre des tranches. C'est beaucoup plus réel. Et par contre, oui, en effet, c'est un estimatif, mais ça permet vraiment de faire un chiffrage quand même beaucoup plus précis. Et c'est vraiment très important, du coup, de le faire à ce stade du projet. Et j'ajoute que par rapport à la relation client-agence, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toute une première partie qui est au forfait. Donc, toute la partie recherche et même les ateliers, donc l'atelier de story mapping, bah, en fait, on a un temps qui est délimité et on a un budget qui est figé, en fait. Et sur la partie production, en fait, on évalue en fonction du besoin et des discussions avec le client en amont, on évalue une fourchette
assez large, mais une fourchette quand même, ce qui permet d'aller vendre le projet en interne et d'aller chercher les budgets. Et ensuite, une fois qu'on arrive à ce stade-là, là, on peut resserrer la fourchette et avoir un estimatif qui est bien plus précis, sachant que quand même, et ça après c'est en fonction du client, nous on pense, mais voilà c'est comme ça, que c'est plus efficace d'avoir une vraie fourchette et de pouvoir réattribuer le budget en fonction des avancées, plutôt que de se valider un budget figé et de se dire on reste là-dedans. Mais après, voilà, ça c'est aussi en fonction du fonctionnement de l'entreprise et des budgets, etc. Oui. De toute façon, en fait, on essaye de toujours s'adapter aussi aux contraintes clients, mais c'est vrai que plus on est agile, entre guillemets, et qu'on essaye du coup de plutôt rentrer sur des tranches, moins on sera déçu aussi et plus on sera à l'aise en fait avec la méthode. Exactement. Tout à fait. Et du coup, on peut enchaîner sur... ouais, alors... On fait quoi? Du coup, là, donc on a une liste finalement de grandes fonctionnalités. En tout cas, on sait à peu près où on va. On a réussi à visualiser les parcours, etc. Et en fait, après, en tout cas, dans la méthodologie Linux, on arrive dans la partie co-concevoir. Et là, je ne vais pas vous faire de grands détails, mais c'est simplement pour vous expliquer qu'on peut aussi se passer de spécifications fonctionnelles détaillées. Alors, spécification technique, je m'y aventurerai pas, mais en revanche, on peut faire ce qu'on appelle du technical design, c'est-à-dire au lieu d'écrire des longs textes que personne n'a envie de lire et qui sont complexes, et ben, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les développeurs sont des êtres humains. Comme tout le monde, je le dis, je sais que je vais me faire incendier, surtout que j'ai des collègues qui vont regarder ce replay. Mais en fait, les développeurs sont des êtres humains, hein, les personnes du technique. Donc, ils préfèrent aussi voir de la visualisation graphique que de lire des longs textes. Donc, en fait, rien n'empêche après de faire de la visualisation. Et quand on rentre dans le détail de la fonctionnalité, dans le détail de la page qu'on est en train de concevoir, ce détail-là, on le fait également en atelier. Et derrière, on crée des zonings. Donc, où là, on rentre, en fait, c'est l'étape la plus concrète, on va dire. On rentre dans du plus concret. Et une fois qu'on arrive au zoning, et ben, en fait, on peut spécifier élément par élément des choses. Et ce qui est génial avec Miro, c'est qu'en fait, on peut, Miro ou Mural ou Klaxoon ou d'autres, en fait, on peut lier finalement chaque mini-fonctionnalité avec soit des spécifications techniques très détaillées, je sais pas, des descriptifs d'API, des choses comme ça. On peut aussi le lier, par exemple, ici sur ce client-là, on a lié avec le benchmark qu'on avait fait auparavant en disant, bah voilà, on a vu que ces filtres, ils fonctionnent super bien là-dessus. Bah, en fait, on veut la même chose. Et ce qui est hyper important, et c'est pour ça que je vous dis, et je vous disais en amont, c'est un changement de paradigme, c'est que ce travail-là, on va le faire avec notre client, on va le faire avec Camille, Wilfried, donc qui sont le côté UX, et aussi on va le faire avec les développeurs et avec les UI designers. Donc en fait, on se met tous ensemble, et c'est tous ensemble qu'on rédige cette partie-là. C'est ce qui fait derrière avoir plus d'efficacité, enfin c'est ce qui permet d'avoir plus d'efficacité, d'être beaucoup plus agile et d'essuyer les problèmes avant. Parce qu'en fait, on va avoir un développeur qui va dire au moment où on va concevoir le truc, non mais les gars, là vous rêvez complètement parce qu'on va exploser le temps, on va exploser le temps qu'on a défini pour 7 briques de projet et c'est pas faisable et il y a trop de contraintes, etc., etc. Donc voilà, du coup, je vais m'arrêter là parce que effectivement, il reste 2 minutes, mais on va prendre les questions du coup qui sont le plus votées. Alors, on a répondu aux 2 premières les plus votées. Luc, votre modèle est-il applicable à du développement hardware? Alors, j'ai envie de te dire, c'est pas notre métier. Après, moi, je l'ai appliqué à mon garage, mais je pense qu'il faut, à partir du moment où il y a des besoins utilisateurs et puis un travail en groupe et des solutions à trouver de toute façon. Et Margot disait un truc très juste. En fait, c'est le design thinking de la gestion de projet. Pour ceux qui, désolé, c'est encore un terme anglais, mais voilà. Bah, pourquoi on ferait pas le design thinking du hardware? Moi, si tu me donnes le défi, avec Camille, on s'y met et puis on te fait un atelier sur mesure, il n'y a pas de souci. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Camille? Non, après, nous, on a vraiment l'habitude de s'adapter à n'importe quel projet, des projets qui peuvent être très, très complexes parfois et qui sont à milieu de ce qu'on fait. Et donc, du coup, bah, là, pour le coup, ça serait un énorme défi, mais ça pourrait être très intéressant.
On a d'ailleurs fait un webinaire il n'y a pas longtemps en partenariat avec un de nos clients qui s'appelle Insimo, qui est une startup health tech, où franchement, quand on a découvert le produit, on a eu des surfroids. Voilà, on ne sait rien, on ne comprenait rien, mais en fait, la méthode a fonctionné. Donc, voilà. C'est ça. Ensuite, là, du coup, Wilfried a répondu. Le chiffrage initial n'est pas figé, c'est difficile de budgéter. Ben, ça, on en a parlé sur la partie, voilà. Et la deadline, en fait, Franck, j'ai vu aussi plusieurs remarques que tu faisais. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc, effectivement, on n'est pas sur un budget figé au début. En revanche, ce qu'il est tout à fait possible de faire, et ça nous arrive encore une fois parce qu'on s'adapte à la maturité de nos clients sur ce sujet, c'est qu'on peut recueillir un budget. Par exemple, le client nous dit, je sais pas, j'ai 30K. Bon, là, on en a un start-upper qui nous a dit, bon, moi, j'ai 13K. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 13 000 euros? Bon, et on s'adapte. On fait un MVP, on regarde, on priorise. Et en fait, l'idée, encore une fois, c'est de s'adapter aussi à l'utilisateur final, en fait. L'utilisateur, de quoi il a besoin, quel est l'objectif stratégique lié à l'utilisateur. Voilà. Et après, on fait en fonction. Voilà. Est-ce utile de faire un audit UX avant migration? Alors, Olivier, je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. Je ne sais pas, Camille, tu comprends? Alors, la migration, je sais pas, mais en tout cas pour l'audit UX, en effet, c'est toujours intéressant de faire un audit UX avant les projets. C'est des choses qu'on fait nous sur certains projets, audit UX, bench, du coup aussi étude des personas. Ça peut aider énormément du coup sur l'audit UX à déjà identifier des choses qu'on souhaiterait améliorer ou des fonctionnalités à améliorer. En revanche, c'est pas indispensable. Ouais, effectivement. Là, Wilfried est en train de répondre, donc je le laisse répondre. Alors, oui, Margot. Alors, cet atelier de Job Stories doit se faire ensemble avec toute l'équipe projet, si j'ai bien compris. Et si l'équipe projet dit qu'elle n'a pas le temps, si l'équipe projet n'a pas le temps, votre projet ne fonctionnera pas. Faut vraiment essayer de... Je sais que moi, j'ai déjà eu ce genre de problème et c'est vrai que des fois, c'est assez délicat de faire conjuguer finalement tous les agendas de toutes les parties prenantes. Faut essayer au maximum, en fait, dès le départ du projet, d'évangéliser finalement au niveau de la méthode et de dire que tant qu'on ne sera pas ensemble, on n'y arrivera pas et ça sera pas aussi qualitatif. Et ça, je sais que c'est un gros travail à faire, mais il faut, quitte à prévoir des choses très en amont, faire un atelier, peut-être le prévoir 1 mois et demi avant parce que il faut réussir à conjuguer tous les agendas. C'est mieux de le faire parce que au final, en fait, le résultat, il sera beaucoup mieux. Donc, je sais que c'est difficile, mais au maximum, il faut le faire. Et sinon, moi, ça m'est déjà arrivé des choses vraiment où c'était vraiment impossible. Et on avait quand même fait un atelier de story mapping, mais cette fois-ci avec moins de monde. Il n'y avait qu'une personne, le client était seul et il y avait 2 ou 3 experts. Et ça a fonctionné quand même. Après, c'est pas l'idéal, mais la méthode, en tout cas, elle fonctionne. Et donc, du coup, vaut mieux la faire plutôt que ne pas la faire parce qu'il y a personne, parce qu'il n'y a pas assez de monde. J'ajoute qu'on a fait un webinaire sur les facteurs clés de succès d'un projet orienté utilisateur. Je vous invite à le regarder parce qu'en fait, la première chose qu'on dit, c'est vraiment que que toutes les parties prenantes doivent être investies dans le projet. C'est ça. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On a pris beaucoup de plaisir à préparer ce webinaire. Si vous avez encore des questions, je pense que l'équipe a pas mal répondu. Je vois beaucoup de messages de l'équipe Adelium dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je crois que c'est gaëlle.fontaine@adelium.com, mais je crois que mon adresse email tourne. Superbe. Donc voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à vos sollicitations. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. C'était super intéressant et très clair.
Merci beaucoup. Ouais, c'était aussi très bien aussi de pouvoir partager finalement toute cette connaissance. J'avais jamais eu l'occasion vraiment de le faire avec plein de monde et franchement, c'est cool si ça peut permettre à beaucoup de projets de réussir grâce à cette méthode. J'en serais fière. On l'espère, on l'espère. Merci à tous pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux jusqu'au bout. Et puis, à très, très bientôt. On vous sollicitera peut-être pour savoir vos sujets de webinaire préférés dans les prochains temps. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir. Et bon week-end. Et oui, Au revoir.